Pour parcourir cette histoire de Dumazier à Pec, donc de 1945 à la fin des années 50, on va fouiller dans les bulletins de liaison et la revue Doc, jusqu'à la série des Regards neufs publiés au Seuil dans la collection Peuple et Culture. Dans une première brochure qui présente le travail de Pec en novembre 1945, j'ai été saisi de voir que les programmes de formation étaient surtout constitués de cours d'économie politique et sociale, avec des leçons sur, alors je cite d'après les documents, les cadres juridiques de la nationalisation de la SNCF, ceux du capitalisme concurrentiel, monopolisé ou dirigé. Les entreprises publiques en régime collectiviste, avec pour exemple l'expérience en URSS. Les entreprises communautaires, les coopératives de production industrielle, les prix et la concurrence, les monopoles intermédiaires, la monnaie et sa valeur, le crédit et ses différentes sortes d'instruments, les modes de calcul des salaires, la théorie des profits, les plus-values marxistes. Tout cela en 25 leçons, y compris une conclusion sur les doctrines en méthode et sciences économiques. Suivaient également des cours sur la législation du travail et des cours de comptabilité. On sortait de la Seconde Guerre mondiale, il y avait même donc une série de leçons pour nos alliés américains et britanniques qui étaient proposées. Déjà, à cette époque, les stages sur l'entraînement mental, 36 séances, animées par un certain PL, sans doute Paul Langrand, qui était annoncé donc avec le logo de Pec et en sous-titre « Stage Ligue de l'enseignement ». J'ai trouvé aussi un document sous forme de questionnaire imprimé en noir et rouge, comme le manifeste, avec le slogan « Tous les chemins mènent à la culture ». On voit par ces archives comment les fondateurs de Pec se situaient dans la continuité de l'héritage des enseignements des universités populaires, qu'ils avaient l'ambition de rénover. Ils se voyaient complémentaires de l'école publique et un appui aussi pour faire aboutir une forme globale de l'enseignement qui aurait dû être réalisée dans le cadre du fameux plan Langevin-Wallon, auquel là aussi Dumazier avait contribué. Et après, c'est quand même qu'il y a le socioculturel qui arrive. Et c'est donc beaucoup les structures d'animation socioculturelle qui ont pris et qui ont un peu, on va dire, déshabillé l'éducation populaire, avec des fonctionnaires et d'anciens souvent formés à l'éducation populaire d'ailleurs, formés dans les fédérations d'éducation populaire, qui sont devenus des fonctionnaires de l'animation socioculturelle. Et donc, si tu veux, l'emprise des institutions d'animation socioculturelle, c'était pas du tout la même que évidemment, tous ces foyers de vie ou qu'il a fallu recréer dans les grands ensembles, et ça s'est perdu petit à petit, quoi. Donc, et les animateurs, si, par les formations d'animateurs aussi. Le grand truc de Peuple et Culture, ça a été quand même pendant longtemps la formation d'animateurs. Les maisons de jeunes, par exemple, qui ont été finalement beaucoup un fiasco, mais elles sont nées de la République des jeunes quand même. Voilà. Hein. Et c'était des foyers autogérés par les jeunes. On était en plein... Peuple et Culture, ce n'était pas le seul centre de l'éducation populaire. Il y en avait quand même de multiples. Hein. Bon... Évidemment, c'était le meilleur, mais voilà. Mais c'était plus la formation. C'était plus la formation intellectuelle. Vous remarquerez que Peuple et Culture n'avait pas de maison. C'est-à-dire qu'il y a différentes associations qui effectivement adhèrent à Peuple et Culture et qui ont, mais n'avaient pas ces maisons comme les maisons de jeunes, comme voilà, n'avaient pas proprement parlé de lieux ou comme les lieux d'animation socioculturelle. Tout ça. Alors ils formaient des gens pour y aller, mais effectivement. Ils ne développaient pas eux-mêmes des lieux ou des lieux intermédiaires, comme on dirait maintenant, ou des friches. On avait une formation sociologique à Peuple et Culture. Et c'est ça. Hein, et en Auvergne, par exemple, on avait un sociologue, qui avait été curé d'ailleurs, qui nous aidait. Enfin bon. Et quand on donnait quelques conseils dans un bled pour développer des activités culturelles et de loisirs, eh bien, on commençait par faire la pyramide des âges de la commune. Alors, bon, ça paraît complètement, mais c'était très sérieusement les choses. Et puis, après, on donnait la parole aux catégories de gens pour savoir ce qu'ils voulaient, hein, vous voyez, des assemblées. Enfin, la localisation géographique d'une expérience régionale en Isère, et plus particulièrement à Grenoble, était également revendiquée. Même si on verra que très vite, cet ancrage territorial... Parce que surtout, en fait, il ne voulait pas laisser passer le train de l'histoire qui se structurait dans la capitale du pays. La question des moyens pour parvenir à réaliser ces ambitions ne cessera de mettre des freins à leur enthousiasme au moment où tout était mûr pour y parvenir. L'enjeu était clairement posé.
ouvrez les guillemets, nous sommes prêts à aider l'État dans la création d'un service public de l'éducation populaire. Nous lui demandons en retour de nous accorder les moyens de bien travailler. Et alors, dans cette brochure aussi, sous le titre « Manifestons », il y a un petit article qui venait attirer l'attention des lecteurs sur la publication justement du manifeste. Alors, je vous le lis. « Des semaines de travail, des nuits de veille, des mois d'attente, 250 000 francs, près de 2 tonnes de papier, 70 000 pages, 15 000 tracts, 5 000 enveloppes, 3 000 circulaires. Voilà ce que représente la première édition de notre manifeste, qui sera diffusée partout en France. Et donc plusieurs dizaines d'exemplaires iront semer la bonne nouvelle de la Baltique aux Indes et de la Tamise aux Cervins. » Le bulletin numéro 5, qui lui date de juin 1946, confirme l'installation du siège social de PEC à Paris, au numéro 5 de la rue des Beaux-Arts. C'est aussi à ce moment-là l'occasion d'un rapprochement entre PEC et Travail et Culture, TEC, dans une belle unité d'action qui héritait d'un même directeur, notre Geoffre Dumazedier. Cela a été formalisé dans le cadre d'un accord conclu le 10 mai 1946 qui faisait l'objet d'un texte à la demande unanime des dirigeants du PEC, il disait le PEC, du PEC et du TEC. Dumazedier prend la direction commune des deux associations. Et là, à l'époque, il reste inspecteur des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire à Grenoble, mais il a obtenu de la direction des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire la permission de faire dans les mois qui viennent des séjours prolongés à Paris dans l'intérêt des deux associations. Travail et Culture se partageaient les activités avec Peuple et Culture, chacun ayant des domaines de compétences et de pertinence dans les vastes chantiers de la culture et de l'éducation populaire. TEC et PEC éditaient en commun une revue qui s'appelait DOC, dont Chris Marker avait la charge. Ce dernier, comme vous le savez sans doute, sera plus tard un grand réalisateur et un critique important dans l'équipe des Cahiers du cinéma. Travail et Culture s'occupait plus de l'art et du théâtre, où se côtoyèrent un temps Charles Dulin, Jean Vilar, Jean-Louis Barrault, Gérard Philippe. Ils étaient aussi très en lien avec les milieux du cinéma, avec notamment André Bazin, un de nos grands maîtres de la critique du cinéma, Chris Marker ou encore Alain Resnais. Du côté de la littérature, Boris Vian, avec les frères Prévert, était présent pour la poésie et le jazz. Tous ces artistes étaient au centre de l'activité culturelle de la rive gauche de Paris. Benigno Cáceres animait ce qu'ils appelaient des coopératives de spectateurs, sorte de club des amis du théâtre. Ils assistaient aux représentations en commun, invitaient les metteurs en scène et les comédiens pour des discussions, se concertaient pour réunir les fonds nécessaires pour faire venir telle ou telle troupe, etc., etc. Plus de 3 décennies plus tard, Cáceres se questionnait en proposant de retourner la question par rapport au début des années 80. Comment se fait-il aujourd'hui que l'éducation populaire ne touche pas les individus qui comptent autant dans la culture, comme ces cinéastes, ces comédiens, enfin tous ces grands noms que je citais à l'instant. S'autorisant une réponse à cette question, Jean-Pierre Saez évoque non seulement les effets de la période libératrice, qui se prêtait à l'émergence de la création, mais également de 2 conceptions antagonistes qui faisaient débat. Celle proche des positions communistes pour qui tout est politique, y compris la culture, cette dernière étant au service d'un combat politique, où il s'agit de changer l'homme pour changer la société. Et de l'autre côté, la position de ceux qui pensaient que, entre guillemets, tout cela était bien joli, mais si vous ne changez pas d'abord la société, vous ne ferez rien. J'ai assisté à ta soutenance de thèse, donc c'était les enseignants, les professeurs, enfin ton jury, c'était des profs d'histoire. Ouais. Et j'ai été impressionnée par la remarque d'une de ces profs d'histoire qui a dit qu'il y avait le rôle hyper important qu'avait joué Peuple et Culture dans l'après-guerre en termes artistiques et culturels, et que elle trouvait là, tu parlais tout à l'heure de recherche à faire, je pense que là aussi, sur les 5 années ou 10 ans qui ont suivi la création de Peuple et Culture, ces liens si étroits que tu citais tout à l'heure, avec tous ces artistes, ces écrivains, ces cinéastes, franchement, je ne l'avais pas mesuré à ce point-là. Et c'était encore plus fort que ce soit quelqu'un de l'extérieur et un historien qui le dise. Ça m'a vraiment sauté aux yeux à ce moment-là. L'éditorial du numéro d'avril 48 est un long texte qui s'étale sur 3 pages du bulletin de liaison de PEC. Prenant à rebours la vision de la révélation quasi mystique de la culture que développa plus tard Malraux,
Dumazier creuse la question des rapports entre l'œuvre et son récepteur en développant la relation entre l'éducateur, animateur ou médiateur, qui mobilise l'imagination, la sympathie et le désir du visiteur. Il disait « Entre l'œuvre et celui qui la contemple, donc dans la vision de Malraux, rien. Surtout pas de critique universitaire ou de critique politique ou de critique moraliste. » Le numéro suivant du mois de mai 1948 démonte, dans son éditorial signé Peck, les falsifications, les manipulations servies par les condensés d'ouvrages, les fameux digests. Les animateurs de Peck et de Tech, dans leur revue Doc, leur préfèrent les fameuses fiches de lecture. Dumazier y publiait une longue notice au rédacteur. Il analysait cet instrument d'éducation populaire que sont les fiches de lecture. Ce qu'ils appelaient, non sans humour, les contrefiches. C'était le contraire des textes mutilés au prétexte de les rendre accessibles. Mais à la différence des digests, ils se défendaient de vouloir se substituer à la lecture entière du livre. Ils avaient plutôt choisi de proposer une sélection d'extraits qui incite justement à la lecture complète de l'ouvrage. De même que les fiches de lecture suscitent l'envie de lire, l'arpentage est une nouvelle façon de présenter, partager la lecture d'un ouvrage en séance collective. Le lien est saisissant, une fois encore, avec l'actualité de nos travaux sur l'EM. Un nouvel édito de Dumazier dans le numéro de l'été 1948. Il avait pour titre « Mise au point sur l'entraînement mental ». Sur 4 pages de ce bulletin de liaison, le président de Peck fait le constat d'une évolution permanente au fil des 3 années d'expérimentation de la méthode d'entraînement mental depuis la Libération. En confrontant ses pratiques et sa théorie dans de nombreux stages nationaux, dans les centres d'éducation ouvrière, les écoles agricoles, les établissements scolaires, il a obtenu une belle reconnaissance, l'entraînement mental, en étant inscrit au programme de réforme des écoles normales de formation des instituteurs et institutrices. Tout à l'heure, on disait qu'il n'avait pas été tellement reconnu de ses collègues, mais en fait, il faut quand même compléter ça parce qu'il y a eu quand même deux grands lieux et moyens de reconnaissance. D'un côté, chez des enseignants documentalistes, ouais. Parce qu'à partir des années 80, parce que tu as évoqué beaucoup la figure de Jean Hassenforder, ouais. Donc il y a eu à un moment donné une politique de la lecture. Ouais. C'est l'autodocumentation. Voilà. Et donc, en fait, on organisait des stages interacadémiques où il est intervenu auprès des professeurs documentalistes qui venaient d'avoir le CAPES de documentation, d'ailleurs. Et là, il y avait quand même une écoute énorme parce qu'il a beaucoup espéré dans le rôle, justement, des centres de documentation et d'information qu'on créait depuis les années 60, un peu partout. Et il voyait vraiment dans le rôle des documentalistes un rôle de médiateur culturel. Quoi. Et c'est ça aussi peut-être le problème de l'accès à la culture pour des gens qui ne sont pas forcément très proches, c'est de trouver les intermédiaires, c'est-à-dire des gens plus proches d'eux qui peu à peu donnent des clés et puis peuvent amener à d'autres pratiques. Hein. Je cite Dumazier. Répétons-le. Comme dans les situations réelles, dans la pensée, tout se définit et tout change. Et tout se tient. Tout est, à tour de rôle, cause et effet, tout s'explique et tout se crée dans une interaction sans fin. C'est seulement dans la connaissance de cette réalité que le mouvement de l'esprit peut être libre. L'aisance de la pensée est d'autant plus grande que son entraînement aura été plus contraint. Décontraction et concentration ne font qu'un. Telle est la grande leçon dans l'entraînement sportif. Cet entraînement mental est d'autant plus efficace que la sensibilité donne son poids réel à l'intelligence, que la réflexion s'est fait réflexe et que la préparation devient improvisation. Improvisation, maître mot de l'entraînement mental. Ni devoir, ni leçon, ni récitation, mais des exercices et le plus possible, l'improvisation. Je crois vraiment qu'il s'agit surtout de développer nos capacités d'expression, d'analyse, de compréhension, de critique, d'invention, quel que soit le lieu et autres, et plutôt centré sur les questions sociales et le milieu quotidien. Alors moi, le loisir, je ne sais pas si c'est encore tellement d'actualité, mais ça m'est un peu égal, dès lors qu'on développe les capacités et qu'on va dans des lieux où on peut continuer à se développer avec l'entraînement mental, mais aussi sans. Je suis rentrée dans Peuple et Culture, j'ai pratiqué des tas de sessions d'entraînement mental, j'ai rencontré Caceres sans même savoir qui c'était, sauf qu'il disait il faut toujours regarder de l'autre côté, puis qu'après je me suis dit c'est vrai que c'est pas bête. Donc voilà comment je suis rentrée dans Peuple et Culture, par la toute petite porte. Alors ensuite, rétrospectivement, en effet, il y a eu des querelles
entre PEC Haute-Normandie, dans laquelle j'étais, et PEC Union, mais à l'époque, je m'en foutais littéralement, excusez-moi, c'est malheureux à dire. C'est après que j'ai compris que c'était des conflits sérieux, les alliances tournantes, les alliances multiples, les fronts tournants. C'est le fameux, les fronts tournants. C'était une phrase qui se baladait partout dans les années 70 et qui faisait peur à tout le monde. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque et encore maintenant, c'est le développement des capacités d'observation, d'analyse, de critique, de lecture, d'autodocumentation. Des années 50 à 52, les publications de PEC se transforment à nouveau. Les bulletins de liaison à la revue Doc, qui était devenue Doc Éducation Populaire, on est passé à une simple double page photocopiée et pliée en deux. La réduction de la moitié de la subvention qui leur était allouée avait obligé les animateurs de PEC à supprimer purement et simplement leur revue. Une des conséquences directes, il fallait rebondir. Ce fut l'investissement dans les publications de la série Regard Neuf aux éditions du Seuil pour diffuser leurs pensées. Le comité directeur de PEC réunissait à l'époque une trentaine de membres. On y côtoyait essentiellement du personnel de l'éducation nationale, des professeurs et instituteurs et quelques personnalités importantes, parmi lesquelles j'avais fait la liste, mais je préfère citer qu'une seule personne, c'était une dame, Madame Léo Lagrange. Le bulletin du mois de janvier 1951 fait état de nouvelles attaques des pouvoirs publics, en l'occurrence le fisc, qui voulait taxer les ciné-clubs et réclamait 115 millions à Tourisme et Travail sur les activités de tourisme éducatif et social. Il y est mentionné que la grande presse s'en était émue et que la mobilisation au travers d'actions de lobbying, de réunions et de manifestations était largement engagée. Du coup, cette affaire a été jugée en cassation et gagnée en première instance. Dumazier partit aussi en tournée à ce moment-là, pour des démonstrations de reportages-conférences, avec pour sujet la 14e et 15e Olympiade. Il intervient aussi sur l'éducation populaire et ses méthodes dans l'Académie de Lille, avec un auditoire entre 200 et 1000 personnes par conférence. Le bulletin mentionnait qu'au total, ils avaient touché 3000 personnes. On y trouve également l'apparition de téléclubs ruraux. Ça, c'était aussi une grande affaire à l'époque. Dans l'Aisne, sur le même principe de coopérative de spectateurs que pour les ciné-clubs. On y investissait collectivement dans un poste de télévision, regardé par les habitants du village, dans une salle de classe de l'école ou de la mairie. Aidé des fonds du CNRS et de l'UNESCO, Dumazier mena une étude-action, déjà à l'époque ça aussi, sur la base de l'émission État d'urgence, qui était une émission réalisée par le RTF, qui fera l'objet d'un premier essai de sociologie, télévision et éducation populaire, les téléclubs en France. L'idée de créer cette collection des Regards Neufs était née de l'amitié entre Paul Flamand, directeur et fondateur des éditions du Seuil, et de Benigno Cáceres. Un des best-sellers de la collection de Regards Neufs sur la lecture de Ginette Cáceres a été réédité 8 fois. C'est la première femme de Dumazier, qu'il a rencontrée à Uriage d'ailleurs. Dumazier en a dirigé 3 volumes. Le premier Regard Neuf sur le sport, qui a été publié avec Gabriel Cousin. Le sport y était envisagé comme un moyen de culture. D'un point de vue synthétique, cette période qui couvre une nouvelle décennie des années de la Libération à la moitié des années 50, PEC était devenue une sorte de tête de réseau, dirions-nous aujourd'hui, des associations qui se réclamaient de l'éducation populaire. Elle était un mouvement de spectateurs, mais aussi d'acteurs fortement engagés dans les transformations sociales en cours. Ceci étant, à ce moment-là, la belle entente entre marxistes, chrétiens sociaux, révolutionnaires de gauche, progressistes ou sociodémocrates était en train de s'effriter. Cela ne sera pas sans conséquence au sein de PEC et pour ses militants, héros, alors H, E accent aigu R-A-U-T-S, de la démocratie culturelle, et non pas de la démocratisation.